vois pas d'autre moyen de nous sortir du pétrin que de faire de la politique. Et l'idée, ce qui repousse les gens, c'est que l'idée qu'on a de la politique est complètement dégradée par la professionnalisation de la politique. Le fait que certains d'entre nous, depuis toujours, aient envie de tout décider à la place des autres. Ça, je pense qu'on aura toujours des humains, dans des groupes d'humains, il y aura toujours certains humains qui auront envie de tout décider à la place des autres, donc faut bien qu'on fasse avec. Mais ce fait-là, et le non-appétit des autres, porte au pouvoir sûrement ceux qui ne devraient pas y être. Depuis Platon, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Alors les humains savent ça depuis longtemps, hein, nos arrière-grands-parents, d'il y a des milliers d'années, savaient qu'il fallait pas donner le pouvoir à ceux qui le voulaient et avaient inventé des systèmes d'attribution du pouvoir, de dévolution du pouvoir, qui étaient astucieux, qui étaient malins, et qu'on a complètement oublié. On a besoin de représentants parce que tout le monde ne veut pas, la plupart des gens ne veulent pas faire de politique, mais on a aussi besoin de les contrôler, de les surveiller, parce qu'ils sont dangereux. Parce qu'ils, même s'ils sont vertueux au début, ils vont pas le rester, le pouvoir rend fou. Le pouvoir et l'argent rendent fou. Donc il nous faudrait des mécanismes qui soient, donc des mécanismes, pas des hommes. C'est pas un sauveur qui nous tirera d'affaire. C'est pas une personne ou un groupe de personnes, une avant-garde éclairée. C'est pas des gens qui vont nous tirer d'affaire. C'est des règles supérieures qui vont nous protéger contre les accumulations d'argent et de pouvoir. Mais ces règles, elles vont pas advenir toutes seules. Pour l'instant, nous attendons, nous laissons écrire ces règles supérieures qui s'appellent la Constitution, qu'on peut appeler autrement si on veut, mais ces règles supérieures, on les laisse écrire par les hommes au pouvoir eux-mêmes. C'est complètement idiot, quoi. C'est des règles qui sont censées nous protéger des hommes au pouvoir, et on les laisse écrire par les hommes au pouvoir. Donc ces règles supérieures qui nous protégeraient, il faut que nous voulions les écrire nous-mêmes. Il faut qu'on change, quoi. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui nous change, il faut que nous changions par nous-mêmes. De façon contagieuse, un peu comme des cellules se transformeraient de proche en proche. J'aime bien l'image de la chenille, dont les cellules qui font de la chenille depuis qu'elle est chenille se reproduisent et font à nouveau des cellules de chenille. Et puis à un moment, contre toute attente, puisque si tu regardais le passé de la chenille, tu dirais l'avenir de la chenille, c'est d'être de la chenille, puisqu'elle a toujours été de la chenille, qu'on va continuer. Et puis non. Et à un moment, les cellules se transforment, elles étaient programmées pour ça, mais il y a un moment, elles se transforment, elles font plus de la chenille, elles font du papillon. Et au lieu de faire de l'électeur, on se mettrait à faire du citoyen, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut plus être un enfant, qui a été enfant jusque-là, mais puis maintenant il en a marre, quoi. Hein, il veut plus de parents, il veut plus de parents politiques, il veut des gens qui le servent et plus qui soient des maîtres. Et donc je travaille à ça, à organiser, à favoriser, à déclencher, à animer des contagions. Parce que je vois pas d'autre moyen de nous protéger des puissants du moment qui ont tout pris là. Là, il y a une accumulation de pouvoir et d'argent, les deux, dans un tout petit nombre de mains, de gens qui sont prêts à tuer, à massacrer, à tuer par milliers, par millions, pour rester riches et puissants. Et nous, on n'a rien. On n'a ni armes, ni argent, ni médias. Par contre, l'idée de nous transformer tous de façon contagieuse en imposant une procédure qui permette plus aux riches de voler le pouvoir. Je pense que l'élection de maître, ce qu'on appelle la procédure qu'on appelle démocratique alors qu'elle est profondément antidémocratique, l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir comme on achète une voiture, aussi simplement qu'on achète un objet. Et donc cette procédure, elle nous enferme dans une prison politique.
on n'en sortira jamais tant qu'on défendra l'élection. Tant que ces gens-là, qui sont la multitude, qui sont les 99%, tant que ces gens-là défendront l'élection, ils seront infantilisés et condamnés aux travaux forcés par les riches du moment. Il y a une procédure qui est par construction anti-oligarchique, qui est le tirage au sort. Qui fait peur au début parce qu'on se dit ça va être n'importe quoi. Non, ça va pas être n'importe quoi, ça va être n'importe qui. Et n'importe qui sera plus honnête qu'un élu, qu'un candidat qui a réussi à être élu avec l'argent des riches, qui ne peut pas être honnête. Il est débiteur par rapport aux riches qui l'ont fait élire. Je dis pas qu'il est malhonnête par nature, je suis pas raciste. Je dis que la façon dont il accède au pouvoir, l'élu, la façon dont les riches, par les médias, que les riches ont achetés pour pouvoir faire élire justement leurs marionnettes, par les médias, par le financement de la campagne, par toutes sortes de coups de pouce, les riches en aidant les élus font des élus des débiteurs, qui en font des ennemis du peuple. Je ne confonds pas l'intérêt des 1% les plus riches avec l'intérêt des 99% qui travaillent. Le tirage au sort, en fait, il fait peur au début parce qu'on se dit que on va prendre les décisions au sort, c'est pas ça. Évidemment pas. Le tirage au sort, il permet d'empêcher les riches de voler le pouvoir. Et après ça, si vous avez peur et bien sûr, c'est normal, on a tous peur de tirer au sort un incompétent ou un salaud, donc quelqu'un qui est idiot ou quelqu'un qui est méchant. C'est les deux grands dangers du tirage au sort. Il y a plein d'idées pour éviter ce risque. D'abord, on peut ne pas tirer au sort une personne, mais plusieurs. Et si vous tirez au sort 100 personnes, vous n'allez pas tirer au sort 100 abrutis. Ou 100 félons. Non. Ou bien, si vous croyez ça, vous avez une image très dégradée du peuple et, bon, c'est possible, c'est peut-être vous qui avez raison, mais vous n'êtes pas démocrate, quoi. Celui qui est démocrate, il a une confiance de principe dans l'humain en général. Et puis, donc, en tirant au sort plusieurs, vous mettez à l'abri du mauvais tirage au sort, de la mauvaise chance. Mais il y a plein d'autres procédures. Vous pouvez aussi contrôler les tirés au sort. Si vous les contrôlez en permanence, avec une possibilité de les révoquer. Quand vous vous apercevez que vous n'êtes pas content de la façon dont ils se comportent, vous pouvez les révoquer à tout moment. Et à la fin de leur mandat, vous exigez qu'ils vous rendent des comptes, qu'ils vous expliquent pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. Et puis ils sont punis s'ils ont défailli. Et tout ça, ça vous met à l'abri, beaucoup plus à l'abri que les procédures électives actuelles, qui ne nous donnent aucune de ces protections. Donc si vous voulez, avec un tirage au sort intelligemment institué, mis en place, c'est-à-dire mis en place par d'autres que ceux qu'il va falloir surveiller, non, tout le monde devrait défendre cette idée-là. Je me trompe peut-être, il faut qu'on en discute, on va en discuter, on en discute déjà. Pour l'instant, les objections au tirage au sort me paraissent pas solides. Elles existent, je les respecte, et quand je les traite, je trouve qu'elles ne résistent pas à l'analyse. Quand on les analyse, on peut comprendre qu'on a eu ces objections qui viennent à l'esprit, c'est bien pensé, mais aucune de ces objections n'est rédhibitoire. Conduit à dire ah ouais non, le tirage au sort c'est une mauvaise idée. Et ce travail qui est essentiellement politique, là vraiment c'est de la politique au sens noble du terme dont je vous parle, ce travail de réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour désigner nos représentants, pourquoi pas l'élection, quels sont les inconvénients de l'élection, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place, le tirage au sort, alors comment ça marche ce truc là, mais le tirage au sort, ça a plein d'inconvénients, ok, alors est-ce que ces inconvénients sont rédhibitoires ou est-ce qu'on peut en venir à bout? Et on s'aperçoit que quand on regarde tous les inconvénients qui viennent à l'esprit, on peut les régler. Tout ça, c'est une activité politique intense, une activité constituante. C'est-à-dire que les humains qui réfléchissent à ces sujets-là sont en train de penser leur constitution, en train de penser
les règles supérieures, c'est pas les lois, c'est la façon dont on désigne ceux qui vont écrire les lois, la façon dont on contrôle les gens qui vont écrire les lois, la façon dont nous gardons la main sur ces gens-là quand ça nous chante de notre propre initiative, comment on reprend la main par des référendums d'initiative populaire. Cette réflexion sur ces institutions, c'est un travail constituant. Et c'est infiniment politique. C'est absolument politique. Et à mon avis, c'est cette politique-là que les humains devraient faire. Les humains simples, les 99%, devraient faire ce minimum de politique qui est le travail constituant, la réflexion constituante. On n'est pas obligé de penser à tous les problèmes constituants, on n'est pas obligé d'être capables tous de rédiger une constitution de toutes pièces, complètement. C'est pas nécessaire, ça. Il faut qu'on ait tous réfléchi plusieurs jours, qu'on ait substantiellement réfléchi aux principaux problèmes, principales règles d'une constitution, pour être capable d'en lire une le jour où ça va péter et où parce que les insurrections, il y en a partout dans le monde, donc ça va arriver. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais peu importe. Des insurrections, il y en a partout sur Terre depuis toujours. C'est une banalité, quoi. Hein. Et simplement, on se fait enfumer à chaque fois parce qu'on s'est pas entraîné jusqu'à présent à écrire nous-mêmes la société d'après, les règles supérieures de la société d'après. Je suggère que pendant qu'il est encore temps, pendant qu'on a de quoi vivre, qu'on n'a pas trop peur, qu'on est libre de se réunir, de se parler, qu'on s'entraîne, comme on s'entraîne à un match de foot, qu'on s'entraîne à être bon en foot pour la prochain match. Parce que pour l'instant, on s'est jamais entraîné, donc à chaque fois qu'il était question de jouer, on dit non, la Constitution, on n'est pas capable, on sait même pas ce que c'est. Et donc on la laisse écrire par les professionnels de la politique. Et à chaque fois, on se fait enfumer, parce qu'à chaque fois, ils écrivent leur puissance et notre impuissance. Bon, je prends le problème à la racine, et je suggère à mes frères humains pour mettre fin à ce cercle vicieux qui n'arrête pas de s'auto-reproduire, de nous entraîner à froid avant l'insurrection, qui sera peut-être pacifique si on est très nombreux, si on est très 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 nombreux comme en Égypte, là. Ils étaient presque tous dans la rue, quoi. Hein. Si on est très 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 nombreux à vouloir la même chose, on veut écrire nous-mêmes la Constitution. Voilà, on veut plus les lire. On veut plus lire l'Assemblée constituante, on veut l'écrire nous-mêmes. Et si on est très nombreux à vouloir le faire, mais il n'y a rien qui se met en travers. Même l'armée, même les militaires vont vouloir écrire eux-mêmes la Constitution. Vous voyez, si c'est vraiment contagieux, les seuls qui seront pas touchés par la contagion, c'est les voleurs de pouvoir actuels, c'est-à-dire c'est les riches. Les riches et leurs marionnettes politiques et médiatiques, mais c'est très peu de monde, ça, c'est très très peu de monde. Si tous les autres sont contaminés par l'idée que pour faire une société apaisée et juste, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution, si on est très nombreux, ça se fera de façon pacifique. Mais ça pourra avoir lieu que si on s'est entraîné avant. Pour l'instant, les gens savent même pas ce que c'est qu'une Constitution. Ils savent encore moins comment l'écrire. Donc ils se font pas confiance en eux-mêmes. Ils se disent je suis pas capable. Ils se disent j'ai pas le temps. Ils se disent j'ai pas le temps parce qu'ils voient pas que c'est important. Ils se disent c'est pas important donc j'ai pas le temps. Mais si c'était important, si c'était leur survie, ils trouveraient le temps. Du temps. On en trouve tous. Les gens se plantent devant la télé pendant 3h30 en moyenne, paraît-il. En moyenne, et moi je la regarde jamais. Donc il y en a un autre qui la regarde pendant 7 heures, hein, puisqu'il regarde, je lui donne ma part, quoi. Hein. Donc si les gens regardent la télé pendant 3 heures par jour, c'est bien qu'ils ont du temps quand ils décident. Donc s'ils estiment qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à la Constitution, à leur Constitution, à leur protection contre les négriers, contre les esclavagistes, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre leurs différents malheurs quotidiens à eux, leur bas salaire, leur harcèlement dans l'entreprise, l'injustice dans l'entreprise, les injustices sociales auxquelles ils sont confrontés. Ils font pas le lien entre ça et leur impuissance politique qui est écrite dans la Constitution. Ils font pas le lien entre la Constitution qui programme leur impuissance et leur malheur. Bon
ça, quand on en parle, il me semble que, en tout cas dans les conférences, il y a sûrement un biais, parce que les gens qui viennent dans les conférences, ils ont déjà entendu parler du truc, donc ils sont pas vierges. Et ça peut me donner l'impression que c'est facile de les convaincre, alors qu'en fait, c'est pas le cas général. Mais je discute de ça avec tout le monde, et je fais très souvent des longs voyages en train. Et donc quand je voyage en train, je prends mes voisins et puis je me mets à discuter. Et là, mes voisins, c'est pas des gens qui viennent à une conférence qui me connaissent, ils connaissent rien du tout de ce sujet-là. Et je vois bien qu'en 1 heure, 2 heures, ils comprennent très vite le sujet. Hein. Ils comprennent très vite et donc c'est un sujet sur lequel on peut être contagieux. Je pense qu'on peut être. Nous pourrions être contagieux, il ne tient qu'à nous que ça se répande comme une traînée de poudre. Je trouve qu'il y a de bonnes raisons pour que ça se répande, ça peut marcher ce plan. Ça va pas marcher tout de suite, mais ça peut marcher très vite. Et si ça marche pas vite, c'est parce que nous ne nous en occupons pas. Voilà, mais... Donc là on fait un film, là on en fera un autre, celui-là il va faire une chanson, celui-là il va faire une pièce de théâtre. Celui-là, il a fait une bande dessinée, lui, il a fait des affiches, des tracts, l'autre, il fait des gags. On essaye différentes manières d'être contagieux et on n'a pas encore trouvé, je trouve, une forme qui est très contagieuse, qui est très marrant, très court, très insidieux, qui me laisse une trace et qui fait que les gens continuent à y penser et ça les a bousculés et maintenant ils se mettent à travailler le sujet. On n'a pas encore trouvé ça, mais c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'on va pas trouver. Il faut chercher, voilà, c'est toujours le cerveau humain, c'est comme ça. Hein. On passe notre temps en réfléchissant, à d'abord buter sur une difficulté, on trouve pas. Et puis c'est en réfléchissant, en s'obstinant, qu'on finit par trouver. Là, on est comme une espèce de cerveau collectif qui cherchons différents moyens, par différentes voies, différents médias, de nous contaminer les uns les autres pour... on parle de virus pour montrer qu'il faudrait qu'on arrive à être contagieux, enfin, il faudrait que l'idée arrive à se reproduire toute seule. L'idée émancipatrice qui consiste à écrire nous-mêmes la Constitution et mettre du tirage au sort dans nos institutions, à commencer par le tirage au sort de l'Assemblée constituante. Il faudrait que cette idée-là devienne contagieuse comme un virus. Donc voilà, sur l'essentiel, il me semble que ce que nous devrions faire, plutôt que de nous en prendre aux conséquences qui sont les différents problèmes graves auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme ce traité transatlantique, qui est une félonie, une trahison absolue, un truc est gravissime, un sabordage de la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, un sabordage, un trou dans la coque percé par nos représentants, nos prétendus représentants, qui sont des traîtres absolus. Ça mérite la tôle, la prison. Ces gens-là devraient être en prison, ils nous trahissent. Ils signent en secret des accords qui vont contre l'intérêt général, diaboliquement contre l'intérêt général. Les multinationales vont pouvoir attaquer en justice les États qui les gênent. Ah putain, mais qu'est-ce qu'on attend voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour faire quoi s'en prendre au traité, mais on peut rien faire. Ce traité, nous sommes impuissants. Je vous rappelle que la Constitution, il faut pas l'appeler comme ça. Il faut pas l'appeler comme ça. Notre anti-constitution a tout prévu, parce qu'elle a été écrite par les élus, hein, elle a tout prévu pour que nous ne puissions rien faire, justement. Donc, évidemment, je veux bien parler du traité transatlantique et tempêter avec les autres. Mais ça sert à rien. On l'a déjà fait avec l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, qui était la même abjection, qui mettait les États sous la coupe des entreprises multinationales. Et c'est vrai qu'en le dévoilant et en le dénonçant, ce truc-là pouvait se développer qu'en secret. On les a obligés à s'arrêter. Mais ils reviennent, ils recommencent. Alors est-ce qu'en dévoilant celui-là, on arrivera à le désactiver? Je sais pas.
je pense qu'il reviendra, c'est-à-dire qu'il faut prendre le problème à la racine. Et à la racine, c'est la Constitution. Et la racine de la Constitution, c'est nous n'ayant pour l'instant aucun appétit, aucune idée de ce que c'est que la Constitution et aucun appétit à l'écrire. Bon, voilà, c'est ça, il faut s'occuper de ça, quoi. Il faut arrêter de renoncer, arrêter de démissionner du processus constituant. J'ai pas d'idée miracle. Peut-être qu'on en trouvera une idée qui marche mieux que les autres. Pour l'instant, je me déplace pour aller en discuter avec les gens, voir leurs objections, parler. Et je pense que si on faisait tout ça, au lieu de rester chez nous, si on allait voir les gens, leur en parler, les gens sceptiques, les gens qui sont en train de se réveiller, aller les aider à s'orienter vers la racine des problèmes plutôt que... donc les causes des problèmes plutôt que les conséquences. Ça fonctionne, moi je trouve que ça fonctionne, les gens se transforment. Et on n'est juste pas assez nombreux, c'est-à-dire que les gens se transforment, mais ne se transforment pas tous eux-mêmes en virus capables de faire la même chose. Ben, voilà, j'ai pas de martingale, je compte sur notre cerveau collectif pour trouver... C'est génial un cerveau collectif, hein. On a tous un cerveau avec qui cherche et qui est en ébullition pour chercher une solution, une idée qui nous manque. On sait pas exactement, on sait pas qui va la trouver la bonne, mais on se stimule mutuellement et finalement globalement, je pense qu'on va trouver, hein. Oui, mais encore une fois, on est sur des conséquences. On est qui va instituer le revenu de base? Des élus. Les élus nous rendraient autonomes par rapport aux travaux forcés qu'ils ont institués depuis 200 ans. Mais d'où viendrait que nos maîtres nous émanciperaient? Ça n'arrivera jamais. Les seules motivations que je trouve dans les pouvoirs publics actuels pour défendre ce qu'ils appellent le revenu de base, c'est parce que c'est des motivations qui consistent à détruire toute la protection sociale, les cotisations sociales et l'autoprotection que les salariés ont inventée avant-guerre et après-guerre, à la fin du XXe siècle. Nous avons inventé la sécurité sociale, nos grands-parents ont inventé la sécurité sociale et toutes sortes de protections indépendantes des riches. Nous prélevons sur nos salaires l'argent nécessaire pour financer les assurances sociales dont nous avons besoin. La maladie, le chômage, la retraite, formidable. Ça nous rend indépendants des riches du moment. Nous payons les retraites avec nos salaires, nous payons les retraites de l'année avec les salaires de l'année, sans avoir besoin d'emprunter l'argent à personne. Donc sans avoir besoin de payer d'intérêt. Donc sans avoir besoin, sans passer par les fourches codines, les griffes des maîtres chanteurs habituels, des marchés financiers. Et c'est ça que nos élus, nos prétendus élus, nos prétendus représentants, ils sont des traîtres, des gens qui servent les patrons, les 1%, détruisent ce système de sécurité sociale. Ils le détruisent. Depuis les années 90, ils ont accepté, et c'est une honte, de geler l'adaptation, c'est-à-dire l'augmentation. Quand une population vieillit, il faut adapter régulièrement, progressivement les cotisations, il faut légèrement augmenter tous les ans, donc prélever sur la croissance, donc sur les gains de productivité. On prélève le petit peu nécessaire chaque année pour que les comptes restent équilibrés. Depuis les années 90, le gouvernement a décidé, il devrait pas pouvoir s'en mêler. Normalement, c'est pas l'État qui gère les caisses sociales, c'est les salariés eux-mêmes. L'État devrait rien avoir à faire là-dedans.
Et pourtant le gouvernement, parce qu'il détient la force publique, c'est un abus de pouvoir, quoi. C'est un coup de force. Il a gelé l'augmentation des cotisations nécessaires pour garder les comptes en équilibre de la retraite, des retraites. Et ça a mis le système en faillite. Mais c'est pas parce que le système marche mal, c'est parce qu'il y a des traîtres qui ont crevé la coque du navire. Pour revenir à votre question sur le revenu de base, les seules motivations que je vois et qui m'insupportent, que je trouve lamentables, des acteurs publics qui défendent le revenu de base, c'est des ultralibéraux qui voient là une occasion de détruire toutes les cotisations sociales, les remplacer sous forme d'un impôt, qui serait la TVA, et de prévoir un revenu qui est insuffisant pour vivre. Un truc comme le RSA ou un peu plus. Ce qui fait que les gens vont continuer à travailler. Les patrons auront plus besoin, dans cette situation-là, ne payent que la différence pour survivre. Et donc finalement, ça leur permet d'alléger ce qu'ils appellent leur charge, ce qu'ils appellent le coût du travail. C'est incroyable d'appeler ça le coût du travail. Puis personne ne parle du coût du capital. Hein. Ah bon. Pour répondre sur le revenu de base, oui, certes, un vrai revenu de base, donc d'un niveau suffisant pour refuser de travailler. Pour dire non, ce travail il est dégradant. Ce travail il est ennuyeux. Il est emmerdant. Ce travail il est dangereux. Ce travail, je n'en veux pas. Le revenu de base me permettant de dire non sur un travail dont je ne veux pas, il n'y a que nous pour l'instituer. Et encore une fois, si on le veut, il faudra écrire nous-mêmes la Constitution. Et c'est dans la Constitution qu'on prévoit un revenu minimum, un revenu de base. Ou un salaire à vie à la Frio qui serait probablement mieux qu'un revenu de base, c'est-à-dire un revenu qui serait lié à la qualification des gens et qui nous validerait comme des adultes économiques. Je défends le revenu de base parce que c'est un sujet dont nous devrions parler, mais quand je compare le dividende universel, le revenu de base, le salaire à vie de Frio et d'autres équivalents qui consistent à leur point commun, c'est de se préoccuper de donner à tous et de façon inconditionnelle un pouvoir d'achat qui permette de survivre dignement, sans condition. Entre toutes ces idées, ces suggestions, ces propositions, je trouve que celle de Frio est la plus attrayante, la plus intéressante, la plus puissante. Bon, il y avait une pétition sur le revenu de base, je la signe, ça m'intéresse qu'on discute de ça, donc faut regarder Frio, hein, F-R-I-O-T, sur internet, il faut découvrir ce gars-là. La pensée de Frio est la plus puissante, la plus utile du moment, je trouve. Il défend, il insiste sur, il fait une priorité pertinente et correcte sur l'institution économique qui nous protège des maîtres chanteurs. C'est avec les cotisations sociales et le salaire à vie, mais les cotisations sociales qui financent nos services publics sans avoir besoin d'emprunter, donc sans avoir besoin de payer d'intérêt, et donc sans dépendre des maîtres chanteurs, de ceux qui ont de l'argent en ce moment, des marchés financiers. La cotisation sociale est émancipatrice, c'est incroyable, c'est très très puissant. Tout le monde devrait savoir ça. Et parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas au courant et nous ne défendons pas le système de protection sociale révolutionnaire. C'est pas anticapitaliste, c'est acapitaliste. Donc c'est anticapitaliste aussi. Enfin, c'est émancipant par rapport au capital. Et nous ne le défendons pas assez. Hein. Donc on est en train de le laisser détruire. On le reconstruira peut-être. Hein. C'est une idée simple et géniale. Hein. Déjà, la moitié de votre salaire est pas versé par l'entreprise. Il est versé par des caisses. Donc il est versé à l'entreprise à des caisses qui vous le reversent et c'est mutualisé. Déjà, la moitié de votre salaire est socialisé. Frio dit, socialisons tout. Finançons les salaires
intégralement avec des cotisations sociales. C'est simple à comprendre, c'est le système de la fonction publique, où le fonctionnaire est payé même si on n'a pas de travail pour lui en ce moment. On n'a pas de travail pour lui en ce moment, bon, bah, on va attendre, enfin, on va s'occuper de lui trouver du travail, mais en attendant, il a toujours son salaire. C'est pas son poste qui est rémunéré, c'est son statut. C'est sa qualification. Il est qualifié en tant que un échelon, une compétence, une qualification. Il est donc payé, et c'est à vie et inconditionnel. Et puis vous voyez bien que les fonctionnaires, ils travaillent quand même. Donc, pourtant c'est inconditionnel. Et souvent ils travaillent beaucoup plus que ce qu'ils devraient, parce qu'ils le font c'est leur conscience qui leur demande. Et puis leur intérêt, leur goût pour leur travail. Ben, il faut généraliser ça. Il faut généraliser. Il faut que tout le monde ait un salaire inconditionnel en fonction d'une qualification. Vous voulez être payé plus, ben, travaillez pour être plus compétent, plus performant. Ça se défend. Vraiment, ça se défend. C'est une idée qui serait protectrice. Alors les libéraux hurlent, eux, qu'ils ne veulent plus de fonctionnaires du tout. Ils veulent mettre tout le monde en compétition, ils veulent que ce soit la guerre permanente de tous contre tous. Ils font aucune confiance aux hommes sans le fouet. Les libéraux, ils ont besoin du fouet pour organiser la société. Mais je préfère la pensée de Friot à celle des libéraux. Il faut que ce soit un revenu qui permette de vivre dignement, sans travailler. Ce qui fait que les gens ne travailleraient plus que pour faire quelque chose qui les intéresse, qui leur paraît utile. Ce que les gens font naturellement, si vous regardez les gens qui sont à la retraite, donc ça existe déjà, ils sont à la retraite, donc ils ont un salaire à vie inconditionnel. Ils donnent pas le spectacle de gens qui s'arrêtent d'avoir des activités. Ils se donnent un mal de chien. Ils sont tous dans des associations à aider les autres, à faire ceci. Les retraités sont hyper actifs. Les humains sont pas passifs par nature, au contraire. Alors il y en a qui sont passifs, et on s'en fout. Qu'ils soient passifs, on n'a pas besoin que tout le monde soit actif. Il y en a qui seront passifs, c'est leur vie. La plupart des humains ne resteront pas passifs. De toute façon, c'est toujours pareil. Nos élus sont mis au pouvoir par ceux qu'on appelle les marchés financiers, qui sont les plus riches. Donc ce genre de proposition n'a aucune chance d'advenir. Ça n'arrivera pas. Les maîtres de nos élus ne les laisseront pas. Si on n'écrit pas la Constitution, on sortira pas du truc. Vous pouvez prendre toutes les conséquences les unes après les autres, comme ça, tout ce qui vous semble nécessaire. Ouais, mais enfin, on discutaille, quoi, hein. On discutaille, on bavarde, on ferait mieux de s'occuper de l'essentiel. Comment on reprend le contrôle de nos élus? Les banques sont moins bêtes que nous, hein. Ils ont écrit la Constitution européenne. Les banquiers, et les industriels, les multinationales, c'est-à-dire les banques, hein, les multinationales, il y a longtemps que les banques ont pris le contrôle des multinationales, hein. Eh ben, ils ont pris le contrôle politique des États. Les institutions européennes ont été écrites pour les juristes payés par les banques. Donc les banques ont une constitution, et nous pas. Alors on dit il faudrait revenu de base, mais attends, arrêtez de discuter sur les conséquences. Arrêtez de discuter sur ce qu'il faudrait faire. Les élus n'ont aucun intérêt, n'accordent aucune attention à ce qui est nécessaire pour nous. Ils n'accordent d'attention que ce qui va donner l'apparence de servir l'intérêt général pour qu'il soit à nouveau élu. Et encore. Mais les élus ne servent pas l'intérêt général. Les élus servent l'intérêt des banques. Faut arrêter de dire, il faudrait que les élus fassent ceci, fassent ça, ils ne le feront jamais. Donc, on se disperse quand on prend nos problèmes par ce bout-là de la lunette, par ce bout-là, on s'interdit de régler quoi que ce soit. Voilà. Quand on s'occupe pas d'instituer d'abord notre puissance politique, quand on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et en laissant
des ennemis littéralement dirigés, on accepte d'être condamné à bavarder, à bavardouiller, à discutailler, à ergoter sans fin, sans rien changer. Il y en a marre, quoi. Il faut arrêter de dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il faudrait d'abord instituer notre puissance. D'abord instituer notre puissance politique. Toutes ces discussions sur il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, alors que nous sommes dirigés par des gredins, on perd son temps à dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, sans parler de notre impuissance constitutionnelle. Constitutionnelle, c'est-à-dire que dès le départ, au départ et au plus haut niveau, nous sommes impuissants. Putain, c'est pas un détail quand même ça. Et sont puissants les amis des riches, parce qu'ils ont été mis au pouvoir par les riches, qui ont acheté les médias. Le Crédit Mutuel, une banque, vient d'acheter le quart de la presse quotidienne régionale, de la PQR. Le quart des journaux de province vient d'être acheté par une banque. Pourquoi une banque achète le quart des journaux? Pour faire élire leurs marionnettes. Bon, ben ça va, quoi. Hein. Je veux dire, c'est ça notre problème. Élection, piège à con, et c'est pas un slogan, c'est une vérité comme la loi de la gravitation. Élection, piège à con. Alors la vergogne, c'est un mot vraiment intéressant que j'ai découvert il y a 5 ou 6 ans, 7 ans. Et dont j'ai vu dans un premier temps les vertus. À Athènes, on considérait la vergogne, c'est-à-dire l'importance que nous donnons au regard d'autrui. Quand je donne de l'importance au regard d'autrui, j'ai de la vergogne. C'est ça. La vergogne, c'est l'importance que nous donnons à l'opinion des autres. Et les Athéniens considéraient comme dangereux quelqu'un qui n'a pas de vergogne. Quelqu'un qui se fout du regard des autres est potentiellement capable des pires crapuleries. Il est dangereux. Il est dangereux au point que on s'en débarrassait physiquement. C'était trop dangereux pour le groupe. Moi-même, j'ai senti que c'est cette importance donnée au regard des autres qui me change depuis 10 ans. C'est le regard des autres qui compte sur moi, qui fait que je me donne du mal et que je continue à me donner du mal. C'est le regard des autres qui me considère comme un imposteur, un tricheur, un menteur, quelqu'un de dangereux, qui me donne de l'énergie pour leur montrer qu'ils se trompent. Cette importance que je donne au regard des autres, et que je partage, qu'on trouve chez la plupart des humains, il y a assez peu d'humains qui n'ont pas de vergogne. La plupart des humains ont de la vergogne. Je trouvais intéressant de réfléchir à quelles pourraient être les institutions qui se servent de ce sentiment très général, en fait, chez les humains, pour les amener à faire du bien, à faire le bien plutôt que le mal. J'ai entendu une émission de Finkielkraut, que j'aime bien écouter, enfin, il me hérisse le poil, mais en même temps, il me fait réfléchir. J'ai besoin de mes adversaires pour progresser. C'est vraiment très important, ça. Et Finkielkraut, vraiment, ça marche bien, quoi. Il me fait réfléchir. Ce que disait Finkielkraut dans son émission, c'est que trop de vergogne, on disait même la vergogne, conduisait les gens pendant la guerre à se comporter tous comme des moutons, à donner tellement d'importance au regard des autres qu'on ne fait plus que ce que les autres attendent, y compris quand les autres sont en train de faire des horreurs. Et quand les autres sont en train de lyncher, celui qui a trop de vergogne, il va lyncher aussi. Quand les autres déportent, ou torturent, ou maltraitent, ou deviennent odieusement racistes, ceux qui ont trop de vergogne deviennent des collabos, quoi. Et il y a du vrai, vraiment il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire que si effectivement la vergogne est capable d'être un moteur de vertu, quand je suis sensible au regard des autres qui attendent de moi d'être vertueux, et au regard des autres qui me reprochent de ne plus l'être, ça c'est vrai. Et en même temps, dans un peuple qui est en train de devenir
odieux, la vergogne empêche de défendre la vertu envers et contre tout. Et donc c'est vrai qu'un donneur d'alerte, un résistant, c'est quelqu'un qui se comporte pas comme les autres et qui trouve sa vergogne autrement que dans le regard du plus grand nombre. Si le regard du plus grand nombre est en train d'exiger qu'on déporte les tziganes, les juifs, la population maltraitée du moment, celui qui a trop de vergogne sera incapable de résister. C'est vrai ça. Donc il faudrait qu'on arrive à intégrer à la fois des institutions qui favorisent la vergogne et qui en même temps, et c'est contradictoire, donc comment est-ce qu'on va trouver l'équilibre dans les vertus qui à la fois permettent à chacun de donner plus d'importance au bien qu'au regard des autres. Alors, ça veut dire que le bien, ça deviendrait absolu par rapport au regard des autres, oui, peut-être. Et alors, qu'est-ce que c'est que le bien, le mal, quelles sont les valeurs qui méritent d'être défendues, éventuellement contre le regard du plus grand nombre? Un grand nombre manipulé par un tyran va être porté à mal faire et il faudra lui résister avec quelles valeurs? Si c'est pas les valeurs défendues par le plus grand nombre. Ça rejoint la problématique d'Orwell, ce qu'Orwell cherche quand il cherche ce qu'il appelle la common decency, la décence ordinaire, les valeurs de générosité, de partage, de pardon, de simplicité, de frugalité, de tranquillité, de solidarité, fair play, de bienveillance. Et alors, quand il cherche ça, Orwell, il n'en parle pas en termes institutionnels. Pourtant, ça paraît pas absurde pour défendre des valeurs que nous considérons comme essentielles, de les mettre dans notre contrat social au plus haut niveau du droit, dans la Constitution. C'est Michéa qui défend bien ça. Michéa, Bruce Begou a écrit un bouquin sur la décence ordinaire qui est très intéressant. Bruce Begou a écrit un article de la décence ordinaire, un petit bouquin, où il explique bien, il prend le meilleur d'Orwell sur ce sujet-là. C'est un bouquin très 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 intéressant. Et c'est controversé, il y a des gens qui disent que c'est pas rigoureux. La décence ordinaire, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Il y a des gens qui ont peur qu'on y remette de la morale, qu'on y remette une régression dans les mœurs on s'est émancipé des moralisateurs. Et là, ceux qui critiquent la décence ordinaire ont peur de régression sur la liberté des femmes, sur l'émancipation. Est-ce que ça va pas régresser avec la décence ordinaire? En tout cas, la vergogne est probablement à double tranchant. Enfin, deux faces. Il y a sûrement une face sombre de la vergogne. Il y a une partie lumineuse, je trouve. Et il me semble que c'est la vergogne qui m'a fait me comporter particulièrement bien depuis 10 ans. C'est l'importance que je donne au regard des autres, dans les deux sens. Les autres qui comptent sur moi et les autres qui se méfient de moi. Les gens qui m'aiment bien, les gens qui me détestent. Tendent le même ressort où j'essaye de faire de mon mieux pour être le meilleur possible. Et ça, je crois que ça peut s'appeler la vergogne, ça colle. Mais en même temps, c'est une anti-vergogne, c'est une émancipation par rapport à la vergogne qui me conduit à ne pas lyncher avec les autres. Quand je vois que dans le paysage médiatique, on nous invite à lyncher un tel ou un tel parce qu'il est fasciste, parce qu'il est d'extrême droite, je refuse ça. Voilà, je le fais pas. Et pourtant, les autres m'invitent à le faire, on m'oblige à le faire presque, et on me traite comme un salaud et comme un fasciste quand je refuse de le faire.
Donc les pressions sont violentes, fortes, pour que j'ai de la vergogne, pour que je fasse comme tout le monde. Et je le fais pas. J'ai ma définition, enfin, c'est pas la mienne, je défends une définition du fascisme et du mot extrême droite qui correspond pas avec ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise le mot extrême droite mais comme une insulte, et pour moi c'en est une, hein, mais on utilise cette insulte, ce mot infamant, on l'utilise pour désigner ceux qui ont un avis non conforme sur les étrangers, sur la peine de mort, sur l'avortement, sur la religion catholique, sur la nation. Ceux qui défendent la nation sont traités d'extrême droite. C'est complètement déconnant. Enfin, pour moi, c'est complètement déconnant. L'extrême droite, je suis sur la ligne Guillemin, qui m'explique que les gens d'extrême droite sont ceux qui s'appelaient centre-gauche au moment du 19e siècle, au moment de Thiers, quand les affairistes et les banquiers ont inventé, ont volé la République pour en faire un outil d'enrichissement inouï. Et se sont appelés républicains, démocrates, radicaux, progressistes, alors que c'était des crapules, des voleurs, des négriers, des esclavagistes qui tiraient sur les mineurs en grève, qui assassinaient les gens de la commune, des bains de sang, Et ces gens-là s'appelaient centre-gauche, républicains, alors qu'ils étaient d'extrême droite, et ils se sont avoués d'extrême droite, ils sont devenus ouvertement fascistes, avec la montée des socialismes à la fin du 19e siècle, quand les idées communistes ont commencé à monter, au point que les électeurs se sont mis à ne plus voter à droite, enfin du côté des soi-disant républicains, mais voter pour des vrais socialistes, alors là, les soi-disant républicains, le loup est sorti du bois et se sont devenus des fascistes. C'est-à-dire qu'en fait, les fascistes, les gens d'extrême droite, c'est les propriétaires, les grands propriétaires, les possédants, les grands possédants, les ultra privilégiés, qui sont prêts, qui veulent bien de la République quand ça leur donne tout le pouvoir, quand les élections leur donnent tout le pouvoir. Ouais, ça, ils sont républicains. En fait, c'est des fachos. Enfin, c'est des gens d'extrême droite, des négriers, des esclavagistes. Et ils se montrent comme fascistes et d'extrême droite quand ils sentent qu'ils vont perdre les élections. Donc le fascisme, c'est les possédants qui ne renoncent à la République et à la démocratie quand ils commencent à perdre des élections. Alors ça, c'est un mot qui a du sens. Extrême droite, là, c'est un mot qui a... c'est les 1% contre les 99%. C'est ça l'extrême droite. Volontairement ou non, le mot extrême droite désigne autre chose maintenant. Ça désigne plus les banquiers et les possédants. Ça désigne des gens qui ont une idée de la nation, des gens qui ont une idée sur le catholicisme, des gens qui ont une idée sur les étrangers qui veulent pas qu'il y ait trop d'immigration, des gens... Mais c'est pas ça l'extrême droite. Enfin... on s'est fait voler le mot, enfin, le mot a été détourné. Avec ce nouveau sens, on n'arrive plus à incriminer les vrais ennemis du peuple, les banquiers, les industriels et les banquiers. Et donc quand on me dit, lui c'est un salaud, un raciste, un fasciste, un mec d'extrême droite, je regarde, est-ce qu'il sert les intérêts des banquiers? Est-ce qu'il sert les intérêts des industriels, des spéculateurs? Non. Donc c'est pas un gars d'extrême droite. Et donc et là, j'ai pas de vergogne. Enfin, j'ai pas de vergogne. Oui, c'est ça, j'ai pas de vergogne. C'est-à-dire que j'ai plein de copains, des gens à qui je tiens beaucoup, des gens de gauche que j'aime, hein, qui se détournent de moi à cause de ça, qui deviennent mes ennemis. C'est pas moi qui les considère comme des ennemis, c'est eux qui me considèrent comme un ennemi. Ils se mettent à me détester. Parce que j'ai pas voulu appeler fasciste celui que eux considèrent comme fasciste. Et donc ils me considèrent maintenant, moi aussi, comme fasciste. C'est totalement déconnant.
C'est complètement déconnant. Donc Vergogne, oui et non. Oui et non. Oui. Et non. Il y a quelqu'un que j'aime bien, que je trouve vraiment très très intéressant, et qui est pas souvent interviewé, et pourtant il mériterait de l'être. Il s'appelle Claude Rochet. Un professeur d'université, qui fait un gros travail qui est un puits de science, qui fait un gros travail sur la qualité des décisions publiques, donc sur la prise de décision, et sur l'évaluation des décisions, qui est un travail qui est tout à fait remarquable. Et un travail de défrichage de l'histoire, du colbertisme, de l'intervention publique, un travail sur le bien commun, sur donc Claude Rochet, il a traduit, ou il a participé à la traduction très activement du bouquin d'Éric Reinert, qui s'appelle Comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres, quelque chose comme ça. Un livre remarquable, vraiment remarquable. Vous devriez l'interroger. Ce serait important, je crois, de vulgariser, de faire connaître ce bonhomme. Il a une pensée très utile. Claude Rochet, R-O-C-H-E-T. Il a un blog, plein de choses très intéressantes. Shlomo Sand me paraît très intéressant. Alors lui, il y a quelques vidéos déjà. Il a fait 3 bouquins remarquables. Le dernier est vraiment extraordinaire. C'est un gars bien. En France, il y a bien sûr Franck Lepage, Franck Lepage, Bernard Friot. Ça, c'est des grandes personnes. Frédéric Lordon. Il faudrait arriver à questionner Frédéric sur le processus constituant. Frédéric, c'est quelqu'un c'est un des rares, un de ceux qui le font le mieux, un des rares à prendre nos problèmes économiques sous l'angle institutionnel. Il dit, et je partage complètement ça, c'est pas la peine de s'en prendre aux acteurs. Vous pouvez avoir envie de tuer un banquier, mais si vous laissez les mêmes institutions, il y en a un autre qui prendra sa place juste après. Il faut changer les institutions, il faut changer le cadre, il faut sortir de l'Union européenne. Mais j'arrive pas à obtenir de lui une réflexion sur le processus constituant. Il dit, ça c'est pas mon rayon, je te le laisse. Et pourtant ce serait intéressant qu'il s'y penche, qu'il écrive lui-même des articles. Il veut pas le prendre sous l'angle de la Constitution volontairement. Pour lui, la Constitution, mettre des règles économiques dans la Constitution, c'est les dépolitiser. C'est les mettre hors de portée de notre débat politique. Et d'ailleurs, c'est ce que font les libéraux, dit-il. Les ultralibéraux, là, ils mettent au plus haut niveau dans la Constitution des règles économiques iniques. Quand on rend la Banque centrale indépendante et qu'on lui donne comme mission unique de lutter contre l'inflation, on condamne la société au chômage, et donc au bas salaire, et donc au haut profit pour les 1%, et en mettant ça dans la Constitution, qui plus est dans la Constitution européenne, donc internationale, donc totalement inaccessible, on a dépolitisé quelque chose qui devrait rester politique, dit Frédéric. Je peux entendre ça, hein. En ne réfléchissant pas à la Constitution, c'est-à-dire au contrôle des acteurs politiques, Frédéric gesticule comme les autres, c'est-à-dire qu'on fait rien, quoi, on change rien. On n'est pas assez radical, quoi. Tout ce que dit Frédéric Lordon, qui est remarquable, moi je raffole de sa pensée, mais ça n'a aucune chance d'advenir, de se transformer en réalité, tant que les riches écrivent la Constitution, quoi. La police obéit à la Constitution, l'armée obéit à la Constitution, la justice, les huissiers, toutes les forces publiques, les gardiens de prison, tous ces gens-là obéissent à la Constitution. Et si vous gênez le système, on vous enverra en prison, hein. Vous serez pas le premier, vous serez pas le dernier. C'est la sélection naturelle, quoi, hein. Les banquiers ont compris,
Ils sont plus malins que nous, et donc ils ont écrit la Constitution. Ils ont la leur. Nous, on va pas, parce qu'on est bêtes. Est-ce qu'on va rester bêtes ad vitam aeternam? Moi, je suis un vieux monsieur, je vais mourir. Vous êtes tout jeune, hein, c'est votre monde, hein. Vous avez envie d'être condamné aux travaux forcés par les banquiers? Mais pourquoi vous faites pas de politique? Pourquoi vous occupez pas de la Constitution? Regardez ce que font les banques. Ils écrivent la Constitution. Ils écrivent eux-mêmes les accords de Bâle qui décident des obligations des banquiers. Il y a que des banquiers là-dedans. Et il faut vous faire un dessin. Donc, ouais, Frédéric Lordon, Chomsky, vous n'arriverez pas à la voir. Vous devriez interroger Annie Lacroix-Ris. Remarquable. Remarquable dame. Un travail sur la corruption, sur le fait que la Deuxième Guerre mondiale a été voulue par les industriels et les banquiers, voulue, financée, payée. Tout le monde voulait Hitler. Tous les riches voulaient Hitler. Et c'est les mêmes qui veulent l'Union européenne. Goebbels aurait raffolé de la télévision. Il aurait adoré, quoi. On va avoir beaucoup plus de mal à résister contre les fascistes 2.0 d'aujourd'hui à cause de la télé. Et Hitler n'avait pas la télé. Nous, on a Internet, mais on va le perdre bientôt si on ne le défend pas plus que ça.